Bonjour à tous et à toutes. On va bientôt débuter. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien arrêté mon partage? C'est bon? Excellent. Oui, merci, merci. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Vraiment, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour ce premier atelier de notre série de formation en ligne, Réussir son projet. C'est organisé dans le cadre du concours de l'Organisation internationale de la francophonie. Innovons aujourd'hui, créons l'avenir. Donc, pour rappel, le concours avait été lancé le 20 mars dernier et puis on a révélé ses gagnants en juin dernier. Et aujourd'hui, on voulait encore aller plus loin. Et c'est pourquoi on a décidé de proposer un atelier pour toucher le plus grand nombre de jeunes possible puis vous aider à acquérir de nouvelles compétences pour faire avancer vos projets. Donc, ce premier atelier-là, ça va durer environ 1h30. Et puis, on est ravis de vous voir vraiment nombreux aujourd'hui, soit sur Zoom avec nous ou encore en direct sur notre page Facebook. Donc, je me présente, Catherine Boucher, attachée de programme à l'Unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Thomas Ghislain et Christelle Denardi. On peut peut-être voir à l'écran rapidement. On vous invite aussi à vous présenter dans le chat puis nous dire de où vous nous suivez aujourd'hui. On est toujours intéressé de savoir de quel coin de la francophonie vous vous trouvez. Puis aujourd'hui, on est très chanceux d'être accompagné par Amandine Binto, qui est notre intervenante et experte et qui animera là, cette série de 3 ateliers. C'est une entrepreneuse passionnée. Elle est directrice et fondatrice de Yamaha et experte engagée, militante pour l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'espace francophone. Donc, sans plus tarder, là, on va lui céder la parole et puis je pense qu'elle pourra par la suite là, vous dire, vous préciser comment elle va animer ça, puis à quel moment vous pourrez poser vos questions. Donc, bonne session à toutes et à tous. Très bien, merci. Merci beaucoup Catherine, merci Christelle, merci Thomas pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes plus de 400 participants, c'est vraiment incroyable. Je suis ravie de pouvoir vous délivrer cet atelier. Donc aujourd'hui, on va parler du thème de l'idéation à la création qui concerne toutes les personnes qui ont des idées de projet ou qui ont commencé, qui se demandent bon, ben, concrètement comment on va créer l'entreprise, comment on va créer le projet, peu importe la forme qu'il a. Pour ce faire, d'ailleurs, je vais vous proposer d'écrire vos questions à chaque fois que vous vous envoyez le besoin ou quelque chose n'est pas clair et je prendrai le temps de répondre à vos questions après quelques minutes, une fois qu'on aura fini un module ou qu'il y aura une thématique close, on pourra revenir sur vos questions. Toutes les questions qui se ressemblent, ben, je n'en prendrai qu'une par personne, enfin par groupe de questions similaires. Et à la fin, si on a encore du temps, je pourrai encore répondre à vos différentes questions. Donc, je vais partager mon écran et je vois que vous venez de plein de pays différents. Je vois que l'Afrique est surreprésentée, donc c'est formidable. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer si mon écran est bien partagé? Je pense que oui, mais je ne vois plus le Oui, on le partage. voit. Super, merci, très bien.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer la session de l'idéation à la création. Je me présente rapidement, même si Catherine l'a fait. Donc, je m'appelle Amandine Pinto, je suis martiniquaise, je suis passionnée d'entrepreneuriat, d'innovation et de numérique. Je suis engagée entre l'Afrique et la Caraïbe depuis environ 8 ans. J'ai commencé dans le secteur des fintech, j'ai aussi essayé la création design via les bijoux et j'ai aussi un cabinet dédié à la levée de fonds et à l'accompagnement des institutions sur tout ce qui est entrepreneuriat, innovation et numérique pour la croissance, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. On va commencer par le premier module, par le premier chapitre qui est clarifier et structurer son idée. Alors, lorsqu'on a une idée, il y a plusieurs choses qui se posent. Et l'idée pour nous aujourd'hui, si vous avez des notes à côté de vous, c'est de pouvoir vous poser les questions clés. Que vous soyez un futur créateur d'entreprise, que vous soyez un futur créateur d'association, un futur créateur d'initiative, de think tank, ou quelle que soit l'idée, on va partir d'une première question. Quelle est la problématique? Et quelle est la problématique que mon idée va pouvoir résoudre? Ensuite, on va parler du public cible. Quel est le public auquel s'adresse mon idée? Ensuite, quelle est la proposition de valeur de mon idée et est-ce que mon idée est réalisable? Donc, je vais rentrer avec vous dans chaque détail et je vais essayer de vous donner des exemples qui peuvent être anodins, mais aussi des exemples de ma propre expérience. Très bien. On va parler de la problématique. Quand j'ai fait ma première startup, donc je vais vous donner cet exemple, il s'agit d'une société fintech, donc fintech finance, la partie tech technologique en Afrique francophone sur 36 pays. Il y avait une problématique évidente, il s'agissait du paiement. Alors peut-être que certaines personnes le savent, mais sur le continent africain, on remarque qu'il y a 800 millions de personnes non bancarisées. Eh bien moi, j'avais remarqué que c'était une problématique pour toutes les personnes qui avaient des sites Internet et qui ne pouvaient pas atteindre la population africaine parce qu'ils ne prenaient pas des paiements autres que la carte bancaire. La carte bancaire est naturellement destinée aux personnes qui sont bancarisées. Alors, je me suis dit, avec d'autres associés, qu'il fallait créer le premier outil qui allait permettre aux personnes qui avaient des sites Internet qui vendaient en ligne d'accepter d'autres techniques de paiement comme l'espèce et le mobile money, qui est l'une des solutions les plus utilisées en Afrique francophone. Donc, pour ce faire, j'ai identifié ma problématique. Ça, c'est le premier exemple pour vous mettre dans le bain. Donc, une idée doit répondre à un besoin ou résoudre un problème spécifique pour être pertinent. Le problème, j'ai identifié des personnes, un groupe qui est conséquent, ils sont 800 millions. Et la problématique, c'est de pouvoir payer sur des sites Internet. Donc, la problématique, elle est pour deux personnes. La personne qui souhaite avoir accès à des produits en ligne et qui n'y a pas, mais aussi pour tous ces e-commerçants qui ont décidé d'avoir un site et qui perdent 800 millions de consommateurs en termes de chiffre d'affaires. Donc, pour ce faire, il faut pouvoir aussi considérer le problème. Est-ce un problème fréquent? Est-ce un problème occasionnel? Dans le cas de mon exemple, il s'agit d'un problème qui est fréquent, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la bancarisation sur le continent, il y aura toujours des e-commerçants qui vont continuer à perdre du chiffre d'affaires et des personnes qui n'auront pas accès à certains services. Ensuite, quelle est la gravité ou l'importance de ce problème pour les personnes concernées? C'est la deuxième chose que je vais devoir analyser. Comment je l'analyse? Je l'analyse notamment par les chiffres. Moi, j'analyse que la gravité de mon problème est assez importante puisqu'on parle de plusieurs millions de personnes qui sont en train de perdre du chiffre d'affaires et de manquer accès à des biens ou à des services. Ensuite, quelles sont les conséquences si ce problème n'est pas résolu? Les conséquences, si ce problème n'est pas résolu, c'est que certains e-commerçants qui sont notamment sur le continent africain, eh bien, devront fermer, auront une perte de chiffre d'affaires, ne pourront pas atteindre leur cible et que certains produits qui peuvent ne pas exister ou ne pas être encore proposés dans des marchés, eh bien, ne pourront pas être accessibles pour les personnes qui ne peuvent pas payer par d'autres moyens que les moyens classiques qui sont encore présentés sur les sites d'e-commerce. J'espère que mon exemple est clair. N'hésitez pas à écrire s'il y a des choses qui ne sont pas claires et je prendrai le temps de revenir dessus.
Donc, je prends un exemple. Si vous avez une idée, donc là, je prends l'exemple d'une entreprise, une application de gestion de stress, la problématique pourrait être les professionnels souffrent de stress chronique au travail, ce qui nuit à leur productivité et à leur bien-être. Donc, vous allez chercher une application, créer une application qui peut rentrer rapidement dans leur quotidien pour répondre à leurs problèmes de gestion de stress chronique. Regarde le chat, sait-on jamais. Je vois que tout le monde se présente, donc tout va bien pour l'instant. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Ensuite, on va commencer à parler de la cible. Donc, c'est-à-dire qu'on a une question vis-à-vis de notre problématique qui est quelles sont les personnes qui vont en bénéficier. Et donc, dans le langage business, on va appeler ça définir son persona, définir sa cible clientèle. Que ce soit une entreprise ou que ce soit un projet associatif, il faut pouvoir définir. Je vais prendre deux exemples ici de deux initiatives que j'ai menées qui sont toutes différentes. La première est associative et la deuxième, c'est une entreprise. Alors pour la première, il s'agit d'une association que j'ai construite au Sénégal, à Dakar, qui s'appelle Sénégalaise in Tech, donc les femmes dans la tech. Donc bon, je dirais que la cible, elle se lit tout simplement dans le nom de l'association que j'ai créée. Il s'agit de repérer des femmes qui sont dans la tech. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Donc, pour ce faire, j'ai quand même écrit à quoi allait ressembler mon persona cible. Donc, c'était des femmes dans la tech et c'était des femmes sénégalaises. Mais alors, j'ai ouvert mon champ et je me suis dit, mais est-ce que ça va être que des Sénégalaises ou est-ce que ça va être toutes les Sénégalaises qui sont dans la tech dans le monde entier et aussi des personnes qui sont au Sénégal et qui font de la tech? Alors, pour ce faire, j'ai pris mon carnet de cibles et je me suis dit, il y a les étudiantes qui font des études dans le secteur des technologies et de l'innovation, de la recherche et du financement. J'avais aussi ouvert aux femmes du financement. J'ai aussi pris le temps de savoir que ma tranche d'âge se situerait entre 18 ans, donc qu'on aurait à partir des étudiantes jusqu'à 55 ans, qu'on aurait des femmes qui seraient entrepreneurs dans la tech, qu'on aurait aussi des femmes qui seraient salariées dans des boîtes tech, mais qui ne seraient pas tech, c'est-à-dire qui seraient peut-être directrices financières dans une boîte tech, mais aussi des femmes qui seraient tech dans des boîtes non tech, donc c'est-à-dire des femmes qui seraient directrices techniques dans des boîtes commerciales pures qui ne sont pas forcément des boîtes spécialisées dans la technologie et l'innovation. Et puis que aussi, on aurait des femmes qui seraient chefs d'entreprise, qui seraient salariées et qui seraient dans ce groupe parce qu'elles souhaitent être inspirées par d'autres femmes qui sont dans les technologies et le numérique. Et puis, le dernier segment que je n'avais pas du tout établi et qui est venu petit à petit, donc je vous donne l'exemple complet, puis on va voir les questions, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Sénégalaises qui étaient dans la diaspora, qui étaient en France, qui étaient aux États-Unis, qui étaient même au Maroc, en Tunisie, donc dans le Maghreb, et qui souhaitaient intégrer l'association parce qu'elle aussi avait des activités au Sénégal ou souhaitait rester en contact parce qu'elle faisait de la tech dans d'autres pays en tant que sénégalaise. Donc ça, c'est mon persona pour mon association. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Il s'agit d'un exemple avec une entreprise que j'ai créée aussi. Bon, alors malheureusement, je m'adresse beaucoup aux femmes dans mes entreprises, mais on pourra prendre d'autres exemples quand je vais rentrer plus en détail dans le persona. Mais j'essaye de vulgariser au maximum qu'est-ce que le persona, pour que pour vous, ça ne soit pas quelque chose de compliqué et que les questions que vous allez voir tout à l'heure puissent vraiment vous permettre de décrire quelle est la personne à qui vos services vont bénéficier. Donc, on va prendre cet exemple de ma deuxième boîte qui sont des bijoux. J'ai décidé de créer il y a 4 ans de cela, même presque 5 ans de cela, une marque de bijoux. Je suis passionnée de bijoux, alors je me suis dit, il est temps de créer ma marque de bijoux sans expérience dans le domaine. Donc ça veut dire que tout le monde peut essayer les projets qui lui font plaisir. Et du coup, je me suis dit, je veux une marque de bijoux colorée
premium. Donc, quand je dis premium, c'est-à-dire que ce ne serait pas du bas de gamme, ce ne serait pas du haut de gamme ni du luxe parce que je n'en avais pas les moyens. Ça allait être une gamme intermédiaire qui allait utiliser des matières semi-précieuses comme de l'argent 925, de l'acier, du cristal, des zircons. On n'allait pas avoir des diamants ou autres, des matières, voilà, semi-précieuses comme on dit. Et il fallait que ces bijoux puisse transcrire aussi bien la Caraïbe et l'Afrique et s'adresse à des femmes qui aiment ces paysages afro-caribéens et qui sont des femmes d'affaires et qui justement ont décidé de porter des choses colorées et qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc j'avais estimé qu'elles étaient cadres et qu'elles avaient des postes où elles étaient souvent exposées au public et qu'elles voulaient porter des bijoux qui puissent transcrire leur personnalité et leur amour pour les couleurs et l'Afrique et la Caraïbe. Voilà, donc ça c'était mon deuxième persona et à travers ces exemples que je viens de vous dire, vous allez essayer de retranscrire aussi dans votre tête, via les questions dont on va parler maintenant, quel est le persona, la cible de votre entreprise ou de votre initiative. J'espère que ça va. Si tout va bien, n'hésitez pas à écrire que tout va bien. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à écrire que ça ne va pas. Comme ça, je pourrai revenir dessus. Alors, pour pouvoir définir votre personne, votre persona, on va utiliser ces différentes questions. Premièrement, qui est-il? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est les deux? Quel est son âge moyen? Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit que pour Sénégalaise InTech, j'ai choisi des femmes entre 18 et 55 ans. Et d'ailleurs, pour ma marque de bijoux, j'avais choisi des femmes plutôt entre 25 ans, donc qui étaient début de vie active, qui commençaient à gravir les échelons dans leur carrière, jusqu'à 55 ans également. Les revenus de la personne. Donc, est-ce que ce sont des personnes qui travaillent? Est-ce que ce sont des personnes qui sont étudiantes? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des enfants? Là, pour ce faire, dans les revenus, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser dans le cadre de mon association, puisque mon association ne propose pas de service à but lucratif, il s'agit juste d'une cotisation. En revanche, pour ma société, étant donné que là, il s'agit d'une entreprise qui fait un produit à but lucratif, eh bien, j'ai dû définir un revenu. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur le salaire minimum d'un cadre moyen en Europe. Ensuite, la formation. Donc, la formation, souvent, elle est définie aussi par le type de revenu que vous espérez. Donc là, les cadres, je me suis dit, c'était des personnes avec des masters minimum bac+5. La situation familiale, en fonction de vos spécificités. Dans mon cas, la situation familiale n'impacte aucun de mes projets, que ce soit mon association, que ce soit mon entreprise de bijoux, mais elle pourrait impacter d'autres, puisque on peut avoir des personnes qui se disent qu'elles font des programmes ou qu'elles vendent des produits uniquement pour des femmes qui pourraient être célibataires et mamans. Donc, dans ce cas-là, la situation familiale peut être prise en compte. On peut avoir ici, alors je pense que ça arrive beaucoup moins en Europe. Par exemple, ici, on peut avoir des associations qui font des programmes de montée en compétences pour des femmes, notamment au secteur rural. Donc, je vous prends un exemple concret. Et on a un vrai sujet sur la cible, sur la situation familiale, parce qu'on peut se retrouver des fois avec un programme qui bénéficie à une femme, mais on se rend compte que si dans sa situation familiale, elle est mariée ou elle a des enfants, eh bien, peut-être qu'elle ne va pas vouloir bénéficier du programme parce qu'elle sera en conflit avec ses activités de femme ou de mère. Donc ça, c'est dans le cadre d'une association. On a des bénéficiaires, mais on doit faire attention à la situation familiale. Soit on doit repenser totalement la cible, soit on doit adapter la façon dont on va approcher la cible pour être sûr qu'elle puisse bénéficier du programme ou du besoin ou du service si on part dans une entreprise et que le facteur situation familiale compte. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair et j'hésiterai pas à revenir dessus. Le lieu de vie. Le lieu de vie est aussi important pour savoir, en fonction de ce que vous faites, si vous allez pouvoir atteindre votre cible. Alors, par exemple, pour ma marque de bijoux, le lieu de vie, je dirais, n'était pas important parce que j'avais prévu de la faire uniquement en ligne. Et c'était pour des femmes que j'estime viennent du monde entier et ont un amour pour l'Afrique et la Caraïbe. J'avais juste estimé qu'une grande partie de mon chiffre d'affaires allait se faire en Afrique de l'Ouest francophone parce que j'avais déjà
prévu de faire des partenariats avec des boutiques, des concept stores qui allaient revendre les produits. Le lieu de vie, souvent, il impacte aussi les personnes qui ont des magasins qui ont pignon sur rue. Donc, si demain, votre projet, c'est d'avoir un magasin qui vend des produits X, il est important pour vous de savoir le lieu de vie des personnes pour savoir à quel point vous pouvez achalander des personnes dans votre magasin. Ensuite, je dirais que la liste est non exhaustive pour qui est-il, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Je dirais les habitudes de consommation de la personne. Donc, dans le cas de ma marque de bijoux, j'ai pu identifier les habitudes de consommation. Je me suis rendu compte que les femmes que je visais avaient un certain budget allant de 200 euros à plus par mois pour leur représentation, que ce soit leurs vêtements, que ce soit le coiffeur, que ce soit le maquillage, que ce soit le fait d'acheter des accessoires. Et donc, j'ai essayé de faire des prix en fonction des habitudes de consommation de mes futures clientes. Je vais juste ouvrir le chat, sait-on jamais, parce que c'était quand même un peu long, cette partie sur qui est-il et avec les exemples. Mais je vois qu'il n'y a pas de questions. Et si j'en ai raté, Ghislain, Thomas, pardon, ou Catherine, ou Christelle, n'hésitez pas à me dire. Deuxième partie, quels sont ces objectifs, ces problématiques et ces défis à relever? Donc, en ce qui concerne cette partie-là, on va revenir un peu à mon premier exemple de tout à l'heure avec la startup FinTech où on doit répondre aux problématiques des personnes non bancarisées. Eh bien, c'est ça. Là, c'est pareil, c'est de se dire, ben, la Sénégalaise InTech, donc que ce soit l'association ou que ce soit mon entreprise de bijoux, donc l'entreprise s'appelle Raymond pour que ça fasse sens en termes de lien quand je parle de l'exemple. Il faut que je sache quels sont les objectifs et les problématiques que cela va résoudre. Alors, dans le cas de ma marque de bijoux, cela ne paraît pas évident de se dire quels sont les objectifs auxquels la marque va répondre et quelles sont les problématiques et les défis à relever la marque va répondre auprès d'un consommateur. Et donc, ici, la problématique, c'est il existe peu de marques qui représentent l'Afrique et la Caraïbe avec des matières semi-précieuses et des paysages de façon abstraite, élégante, pour les femmes qui souhaitent retranscrire cela. On a effectivement d'autres propositions de marques de bijoux, mais c'est vrai que j'avais trouvé des marques de bijoux qui faisaient la même chose, mais très haut de gamme, voire ultra luxe, donc avec des prix trop élevés. Ou alors, des fois, on pouvait retrouver des choses avec des pendentifs avec le nom de pays, mais c'était malheureusement bas de gamme et passe-partout. Donc l'idée, là, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux femmes d'avoir quelque chose qui les différencie et qui rappelle l'Afrique et la Caraïbe à un prix raisonnable. Ce qui m'amène à la problématique. La problématique par rapport à ce type de bijoux que je crée, c'est un, la capacité de les trouver. Forcément, des fois, on ne les trouve pas en Europe parce que ce sont des créateurs qui sont en Afrique qui le font. Et deuxièmement, donc problématique de pouvoir avoir accès via un site internet. Et puis problématique de prix. Souvent, il s'agit, comme je dis, de produits de luxe ou d'ultra luxe. Donc, je réponds à la problématique en leur permettant de rendre accessible l'accès à ces bijoux qui sont des bijoux dans une tranche de prix qui est raisonnable. Ensuite, quelles sont les motivations d'achat et les freins et les attentes de votre client cible? Donc ça, c'est important de le voir, notamment quand il s'agit d'initiatives comme les associations. Donc je reprendrai l'initiative de, par exemple, Sénégalaise in Tech, donc de mon association. Là, je ne parle pas de motivation d'achat, mais c'est quoi la motivation de toutes ces femmes sénégalaises et de la diaspora à rentrer dans un réseau de femmes qui parlent de technologie? Eh bien là, il s'agit vraiment de pouvoir avoir un réseau de ce qu'on appelle sororité, d'être supporté par d'autres femmes et d'avoir accès à des choses qui n'y a pas ailleurs.
Donc, je prends un exemple. Dans mon réseau sénégalais InTech, il y a une grande communauté WhatsApp. Il y a différents canaux. Et dans ces canaux, il y a des appels à candidature, il y a des bons plans, il y a les offres d'emploi, les personnes peuvent partager leur CV, il y a les events. Donc, tous ces canaux répondent justement aux motivations des personnes à rentrer dans Sénégalais InTech qui sont finalement trouver une communauté, avoir les informations d'événements, pouvoir trouver un emploi, pour celles qu'ils recrutent, pouvoir trouver des salariés et puis avoir les bons plans dont la sororité peut profiter ensemble. Quels sont les freins et les attentes du consommateur? C'est aussi important de les savoir. Par exemple, là, je reprendrai l'exemple de la société dans la finance et dans la tech qui permet aux personnes non bancarisées de pouvoir payer en ligne. Et bien là, le frein, ça va être de se dire, est-ce que je suis prêt à rentrer, pour un e-commerçant, à rentrer dans des considérations d'intégration de d'autres moyens de paiement que ceux que je connais de façon simple, qui sont la carte bancaire, pour pouvoir toucher une autre population, sachant que intégrer un moyen de paiement supplémentaire va me demander plus en frais de gestion de mon site internet et va me demander d'ajuster mon site internet à un autre moyen de paiement qui est la carte bancaire. Ensuite, on a aussi les attentes. Les attentes des personnes qui sont très proches d'ailleurs des motivations, c'est-à-dire la motivation, c'est ce qui vous donne vraiment envie de rentrer dans une communauté, d'acheter un produit, d'y appartenir. Et puis l'attente, ça va être qu'est-ce qu'il attend de vous en termes de livraison. Donc par exemple, sur le cas des bijoux, là, on aura comme attente, moins que la motivation, ce sera que les bijoux soient de qualité. La plupart du temps, quand par exemple une femme caribéenne achète un bijou, vu qu'on va beaucoup à la plage, le réflexe est de se dire, est-ce que ça va tenir quand je vais aller à la mer? Est-ce que je peux le garder quand je vais aller à la mer? Est-ce que quand je vais transpirer, le bijou va déteindre? Est-ce que les pierres vont sortir? Donc les attentes, pour l'exemple de la marque de bijoux, ça va être la qualité du bijou. Pour l'exemple du réseau sénégalais InTech, ça va être la qualité des échanges et la qualité des offres proposées et des events aussi proposés pour fédérer la communauté. Très bien, je vérifiais juste qu'il n'y avait pas de questions. Euh, aussi, quel outil utilise le persona? C'est important de savoir quel outil il utilise en fonction de vos canaux de vente. Par exemple, si vous faites quelque chose en ligne, en l'espèce pour mes bijoux, on se rend compte souvent que, par exemple, vous allez avoir souvent des chiffres, des métriques pour pouvoir suivre vos ventes ou vos activités. Ça va être important pour vous de savoir si la plupart de vos consommateurs, en fonction de leur âge, de ce qu'ils font, de leurs habitudes, vont plutôt utiliser leur smartphone pour pouvoir faire une commande, vont plutôt utiliser leur site internet ou n'utilisent ni l'un ni l'autre, vont plutôt dans des marchés, vont plutôt dans des events et en fonction de ça, passent à l'action pour un achat. Donc ça, c'est souvent, l'outil est souvent important lorsqu'il s'agit de parler de produits que l'on vend à but lucratif, donc produits ou de services. Mais cela peut être le cas aussi lorsqu'on crée des initiatives associatives, notamment de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je prendrai l'exemple de Sénégalais Intech. Si dans votre cas, vous êtes dans la création d'une association, eh bien, ma vraie problématique a été de me dire, qu'est-ce que j'utilise le plus? Est-ce que je crée un groupe sur LinkedIn pour une communauté qui interagit, qu'on identifie facilement et du coup très professionnalisé. Est-ce que je crée un groupe WhatsApp? Et en fait, je me suis rendu compte que l'évidence, c'était le groupe WhatsApp. Donc, j'ai quand même créé les deux. J'ai créé le groupe LinkedIn pour que les personnes se présentent, pour qu'elles puissent récupérer les contacts LinkedIn des autres femmes, qu'elles puissent rester en contact professionnellement, que chacune puisse voir ce que l'autre fait. En revanche, j'ai quand même vu que WhatsApp avait la majorité, que c'était l'outil le plus utilisé en termes de communication ici au Sénégal.
Pour ce faire, j'ai créé toute la communauté dans WhatsApp et toutes les informations sont dans WhatsApp. Et donc, on fait une utilisation de WhatsApp, de ces channels, de ces communautés assez efficiente pour que chaque personne puisse avoir l'information de façon structurée. Parce qu'utiliser WhatsApp, les conversations sont éphémères, donc elles ne restent pas autant que si on les avait sur LinkedIn. Mais c'était le meilleur moyen de fédérer la communauté de façon plus efficiente et régulière. Donc voilà à quoi sert la question de quel outil utilise votre consommateur ou votre cible ou votre bénéficiaire. Et puis, dernière question, enfin je dirais dernière question, mais la liste n'est pas exhaustive. Comme je dis, vous pouvez créer autant de questions selon votre secteur d'activité pour pouvoir définir votre persona. Il s'agit de savoir comment votre cible s'informe sur vos produits et ceux de vos concurrents. Par exemple, est-ce que dans le cas d'une marque de bijoux, quand vous y pensez, est-ce que vous allez plutôt chercher sur Internet? Est-ce que sinon, vous avez des magazines de référence qui sont hors ligne, qui vous permettent de savoir si une marque vaut le coup? Est-ce que vous suivez des critiques? Est-ce que vous suivez des YouTubers qui sont spécialistes du bijou en fonction de votre amour pour le bijou? Dans le cas de ma marque. Et puis aussi pour tout ce qui est associatif, savoir est-ce qu'ils vont plutôt aller faire ce que j'appelle des checkings de réputation, donc vérifier votre réputation et la réputation de votre association auprès d'autres. Est-ce que pour eux, c'est important que vous ayez un site internet, un compte Instagram, une page LinkedIn et voir comment ils vous comparent. Voilà, donc ça, ce sont des questions non exhaustives pour pouvoir définir votre personnage. Donc une fois que vous avez défini, on a dit un, la problématique, à quoi je réponds, à quoi mon projet, mon idée va servir, et enfin, à qui cela va servir. Et pour cela, vous devez détailler au maximum la cible. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole, pas à ce stade, mais n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat pour que je puisse expliquer. Je prendrai le temps parce que c'était assez intense quand même. Excuse-moi, Amandine, c'est Catherine. Oui. Il y a les questions dans la section questions-réponses. Je ne sais pas si tu la vois Alors, là. moi, je Ah, vois discussion du webinaire. Je vois quelques questions dans le chat, mais je ne vois... Alors... tu vois dans ta barre en dessous, Ah, alors c'est il y a là où un il y a... lien Q et A, questions et réponses. Alors, il y a quelques questions ici. Ah, alors attends. J'essaye de voir. En fait, il y a un lien Q&A. Moi, je ne l'ai pas. Alors, peut-être que c'est dans plus. Ah, voilà, Q&A. Ok, c'est bon. Exactement. Très bien. J'ai pu ouvrir. Alors, est-ce que on va partager la présentation? Je laisse l'équipe de l'OIF répondre. Est-ce que ce sera possible de la partager? Oui, et il sera aussi possible de revoir le webinaire au complet en replay sur la page YouTube. Donc, ça, on a répondu avec le lien en question. Ok, donc maintenant je lis les questions. Je vois qu'il y en a qui se ressemblent et donc je vais essayer de les rassembler. Donc comment convaincre la cible? Alors, je vais répondre à la première question qui est revenue quelques fois. Quelle est la nuance entre la problématique du projet et les problématiques du persona? Alors, il n'y a pas deux problématiques, il y a une problématique. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un projet. L'idée, c'est de savoir à quoi il répond. Typiquement, donc là, je prends un exemple. Si sur ma marque de bijoux, l'idée, c'est de me dire,
à quelle problématique la création de ma marque de bijoux va répondre. Donc là, elle va répondre à une problématique particulière. Il n'existe pas de marque de bijoux qui représente l'Afrique et la Caraïbe sur un secteur premium. Donc on va dire premium, c'est ce qu'on appelle le moyen de gamme. Et il n'existe pas une marque de cette qualité avec des matières semi-précieuses. Parce que souvent, on remarque qu'il y a des marques ultra luxe et des marques tout à fait bas de gamme. Donc, la problématique à laquelle je réponds, c'est le besoin de femmes de vouloir affirmer leur amour pour l'Afrique, pour la Caraïbe via des bijoux colorés, accessibles et de qualité. Je reprends mon exemple aussi de la start-up FinTech en Afrique francophone. Là, il s'agit de dire bah, quelle est la problématique. La problématique, donc le produit, le projet, c'est que je veux permettre aux e-commerçants d'avoir un outil numérique qui va leur permettre d'intégrer dans le paiement le mobile money, en plus des cartes bancaires et de ce qui existe déjà sur les sites Internet. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a 800 millions de personnes non bancarisées sur le continent africain et que les e-commerçants à qui je veux vendre ma solution perdent du chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas accès aux 800 millions de personnes non bancarisées. Maintenant, en ce qui concerne le persona, on n'a pas de problématique sur le persona. Le persona, il s'agit de le déterminer. Donc, c'est à vous de savoir, en fonction de votre projet, qui est votre persona? Donc, le persona, on établit une liste de critères. Il n'y a pas de problématique vis-à-vis du persona. Par exemple, je prends un exemple. Pour Sénégalais in Tech, comme je dis, la cible est dans mon persona. Il s'agit de femmes sénégalaises, essentiellement dans la tech. Et j'ai ouvert tout simplement la grandeur de ma cible à des femmes aussi qui pouvaient être sénégalaises mais pas au Sénégal, à des femmes qui n'étaient pas sénégalaises mais qui avaient des entreprises dans la tech au Sénégal. Et j'ai défini petit à petit la liste de critères. Alors juste pour être plus précise, quand je dis la problématique du persona cible, ça n'a rien à voir avec la problématique globale auquel votre projet répond. La problématique du persona cible, c'est quelle est sa problématique d'usage, par exemple. Par exemple, dans ce qui concerne Sénégalaise Intech, la problématique de ma cible, une fois qu'elle aura trouvé Sénégalaise Intech, ça va être est-ce qu'elle va avoir du contenu de qualité? Est-ce que l'outil que je vais lui proposer, que ce soit WhatsApp, que ce soit LinkedIn, que ce soit un site internet, que ce soit l'appli, va être adapté aux problématiques qu'elle peut rencontrer? Alors, ensuite, j'ai vu des questions liées au budget. Pour le budget, je vous invite à venir à la session 3, qui sera une session dédiée notamment au financement de votre projet, et ce n'est pas l'objet de la session d'aujourd'hui. Euh, voilà, je pense que j'ai notamment répondu aux questions, aux grandes questions. Je vois juste la dernière. Alors, il y a une personne, donc Caltrina, qui a posé une question très pertinente sur le fait de pouvoir ajuster les infos par rapport à notre marché cible. Votre marché cible, vous êtes là, le premier à le définir en fonction de votre projet. Votre marché cible, il n'est pas défini par l'extérieur, il est défini d'abord par vous. Petit à petit, il y a des différences dans le marché. Je prends un exemple, si vous êtes aujourd'hui en train de vendre des produits quelconque sur le marché ghanéen. Je prends cet exemple-là, le marché ghanéen qui a subi récemment une forte déflation, pardon, une forte baisse de sa monnaie et une forte inflation d'ailleurs de ses prix en fonction du secteur sur lequel vous êtes. Admettons que vous soyez dans le secteur d'une entreprise lucrative, que vous vendez des produits et des services, vous allez devoir réajuster par rapport à la situation économique. Si on se retrouve avec plus de personnes dans le chômage et une différence vis-à-vis des monnaies qu'on dit dites fortes ou stables, qui sont le dollar
et l'euro et que vous faites du commerce, donc vous achetez vos produits à l'étranger pour les faire venir au Ghana, je prends un exemple, à ce moment-là, vous allez devoir souvent suivre le marché. Mais sinon, votre cible, vous la définissez juste une fois au début de votre projet et par rapport à vos ventes, c'est surtout vos ventes, la réussite de votre projet, les cibles que vous allez amener, vous allez pouvoir ajuster. Comme je prends un exemple, comme j'ai dit, Sénégalais Intech, je n'avais pas vu toute l'étendue de la cible des femmes qui allaient rejoindre la communauté et je me suis rendu compte, ben, il y avait pas que les femmes qui sont sénégalaises au Sénégal, il y a toutes les femmes qui sont sénégalaises, pas au Sénégal, qui veulent rentrer, il y a toutes les femmes aussi qui sont pas forcément sénégalaises, mais qui ont pour projet d'ouvrir des sociétés tech et innovantes au Sénégal ou qui travaillent déjà avec des Sénégalaises dans la tech et qui veulent comprendre le marché. Donc, petit à petit, vous pouvez ajuster. En termes de méthode pour pouvoir ajuster, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle des enquêtes de terrain qualitatives. Et d'ailleurs, je vais en parler demain. Et tout à l'heure, d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir utiliser des Google Forms, des Typeforms et des retours d'utilisateurs pour pouvoir recalibrer votre cible. Voilà, pour toutes les questions de financement de projet, j'en parlerai dans la session 3 qui aura lieu mercredi. Voilà, je retourne à la présentation. Est-ce que Catherine, Christelle ou Thomas, vous aviez vu d'autres questions qu'il faudrait traiter? Ou je peux continuer? Très bien. Eh bien, j'avance sur quelle est ma proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est ce qui rend votre idée unique et qui attire votre public. C'est-à-dire, c'est la réponse au pourquoi votre solution et pas une autre. Donc, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que mon projet a en plus que les autres? Et ça parle aussi de votre positionnement. Donc, on va clarifier quelques points. Quels sont les bénéfices concrets que votre solution apporte? Donc, je vais prendre un exemple sur la solution FinTech, donc, qui permet aux entrepreneurs du continent de pouvoir accepter sur leur site Internet des solutions qui acceptent autre chose que les paiements classiques. Quel est le bénéfice de ma solution? C'est notamment le fait de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, toucher une nouvelle clientèle et en termes de valeur ajoutée, puisque forcément on n'est pas les seuls à faire cela, il y a des concurrents, eh bien l'idée c'est de leur dire bah, par rapport aux autres, nous vous permettons d'avoir un tableau de bord qui vous permette de suivre quelle capacité vous avez eu en termes d'acquisition client grâce à notre solution. Nous avons aussi un service commercial qui va vous permettre de pouvoir prospecter pour avoir de nouveaux clients qui sont non bancarisés qui vont venir petit à petit sur votre plateforme. Nous allons aussi aider les personnes qui vont utiliser votre plateforme à utiliser toutes les méthodes de paiement par mobile money avec notre solution sur votre plateforme. Donc en fait, c'est vraiment pouvoir montrer à votre bénéficiaire final, notamment dans le cas où vous êtes une entreprise, que votre solution, puisque vous avez des concurrents, a d'autres avantages, soit qualitatifs, soit en termes de prix, soit en termes de gain de temps, soit en termes d'efficacité, qui fait qu'elle mérite d'être choisie. Ensuite, il va falloir aussi parler de l'innovation. Qu'est-ce que votre solution a de différente des autres? Par exemple, en ce moment, dans le cadre de mon métier, j'accompagne des entrepreneurs dans le secteur des industries culturelles et créatives. Donc, il y a plusieurs designers, des personnes qui sont stylistes, des personnes qui font des sacs, des personnes qui font des bijoux. Et à chaque fois que j'accompagne chacun d'entre eux, il y a quelque chose de différent. Donc, par exemple, je travaille avec deux personnes qui ont des marques de maroquinerie en cuir. Et il y en a une, à chaque fois qu'elle parle de ses sacs, elle utilise des mots et un positionnement qui est vraiment différent. C'est qu'elle parle du fait qu'elle aille faire ses recherches de tissus sur tout le continent africain et qu'elle ne travaille que les tissus qui sont issus du continent africain. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de wax, elle utilise le batik, enfin, en tout cas, tout ce qui est créé dans les villages. Deuxièmement, elle parle du fait qu'elle est impliquée
et qu'elle va dans des résidences. Donc, dans le monde des artistes, les résidences, ce sont des sessions où vous travaillez sur votre projet artistique avant de pouvoir donner vie à ce projet artistique. Et donc, elle fait des résidences dans différents villages d'Afrique qui ont des tissus qui leur sont propres pour pouvoir les travailler sur ces sacs avec du cuir. Et ensuite, elle parle souvent du fait qu'elle innove avec ses artisans. Donc, c'est une personne qui fait des sacs, elle a différents artisans et elle a formé ses artisans elle-même à utiliser ces tissus qui sont rares, qui sont fragiles. Des fois, elle fait faire les tissus. Elle a aussi innové parce que, par exemple, sur certains tissus, on utilise des colorants qui sont chimiques. Eh bien, elle a décidé d'innover et de permettre aux personnes d'avoir des tissus avec des couleurs qui sont issues de la nature. Elle va travailler le rouge avec la fleur d'hibiscus, le vert avec des feuilles d'arbre, avec différentes matières qui sont naturelles. Donc là, elle crée un positionnement et quelque chose qui la distingue. Donc ça fait partie aussi de son storytelling, de la façon dont elle raconte son histoire pour justement marquer l'innovation sur son produit. Donc c'est important quand vous avez un produit qu'il y a de la concurrence, parce que c'est souvent le cas, de pouvoir dire en plus de pourquoi vous êtes mieux que les autres, de toutes les valeurs ajoutées, de toutes les fonctionnalités que vous allez créer par rapport à vos concurrents, d'expliquer l'innovation qu'il peut y avoir. Et l'innovation, ça peut être soit parce que vous avez changé les prix, soit l'accessibilité du produit ou du service, soit sa durabilité, soit sa simplicité d'utilisation. Je prendrai un exemple aussi peut-être plus simple. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent Airbnb. Donc Airbnb, c'est une plateforme où vous pouvez réserver des voyages et aller dormir chez l'habitant et vice-versa, ben, l'habitant ou vous pouvez mettre votre maison ou votre appartement sur la plateforme pour pouvoir gagner de l'argent en plus et avoir des personnes qui vont louer votre bien. Airbnb, en fait, en termes de bénéfices concrets, ils permettent à des voyageurs d'économiser de l'argent par rapport aux offres classiques d'hôtels qu'on avait avant, et ils permettent à des particuliers de pouvoir faire un peu plus d'argent en mettant une partie de leur maison ou leur maison dans sa totalité à disposition. Mais aussi, comment ils se distinguent, c'est par l'application. L'application Airbnb, le référencement, le site internet. Vous avez une barre de recherche, vous mettez le nom du pays où vous allez, la ville, le nombre de chambres. Si vous voulez une salle de bain, si vous voulez une piscine, vous pouvez mettre tous les critères que vous voulez. Et il va apparaître de façon très simple un choix large de maisons et vous pouvez même choisir la tranche de prix que vous voulez. Eh bien, en quoi la solution se distingue de ce qui existe déjà? C'est qu'il existait déjà des choses similaires à Airbnb, mais Airbnb, dans la façon dont ils ont innové dans leur plateforme, ont permis de créer une proposition de valeur différente. Enfin, en dernière question, qui reprend aussi un peu les deux autres questions, c'est pourquoi votre idée répond mieux aux problèmes que d'autres solutions? En termes de méthodes pratiques, souvent, je demande aux entrepreneurs de pouvoir résumer leur projet en une phrase. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez compléter la phrase suivante avec le projet que vous avez en tête ou que vous essayez de mener en ce moment. Et dans cette phrase, il y a votre produit ou votre service, le public cible et le problème que vous allez résoudre et la solution. Donc là, je prends un exemple. Notre plateforme, donc le produit ou le service, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les jeunes entrepreneurs à structurer leurs idées en proposant un outil simple et gratuit de création de business. Si je prends l'exemple de ma société FinTech, on va dire notre plateforme aide les e-commerçants à pouvoir accepter les paiements des personnes non bancarisées en ligne. Donc chacun doit pouvoir, en une phrase, pouvoir synthétiser son projet. Ça, c'est aussi important, on le verra plus tard, peut-être dans l'atelier 3, sur le fait que souvent, vous êtes amené à chercher des financements et vous allez rencontrer des financeurs, ça peut être des bailleurs de fonds, ça peut être des banquiers. Et souvent, vous avez très peu de temps pour les rencontrer parce que c'est souvent dans des events de networking ou de pitch de démo day.
Et à ce moment-là, vous devez pouvoir capter leur attention en leur disant réellement en 30 secondes, ce qu'on appelle le pitch elevator, quel est votre projet. Donc vraiment, je vous conseille de noter exactement la méthode pratique que je vous propose et d'essayer de caser les mots et les solutions de votre entreprise pour pouvoir mieux la présenter. Très bien. La quatrième question, c'est est-ce que votre idée, elle est réalisable? Comme on dit, une idée doit être alignée avec vos ressources, vos compétences, les contraintes de marché pour être réalisable. Alors, il y a quelques questions à voir. Est-ce que vous disposez des compétences nécessaires ou vous devez les acquérir ou recruter? Je prends un autre exemple. J'ai créé une société qui met en relation entrepreneurs et investisseurs via l'intelligence artificielle en 2021. Et quand je l'ai créée, en tout cas quand j'avais l'idée, avant même de la créer, je me suis dit ce serait bien que ce soit une IA, que ça fonctionne un peu en matching, que ce soit complètement technologique, qu'il y ait très peu d'interaction avec les humains. Or, je suis une commerciale, je ne suis absolument pas une personne de la tech. Donc, pour faire ce projet, pendant longtemps, j'ai réfléchi, j'ai rempli ce qu'on appelle un business model Canva, qui est la prochaine slide, et je me suis dit, eh bien, il me faut pouvoir recruter une personne qui fera la partie technologique et qui va coder entièrement ma plateforme. Donc, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites un projet au tout début comme ça, vous n'avez pas les moyens de recruter puisque vous êtes au début, ça n'est qu'une idée, vous n'avez pas de clients. Donc, c'est soit vous mettez vos épargnes, soit vous faites un prêt pour pouvoir recruter quelqu'un, ce qui n'a pas de sens quand on n'est pas sûr qu'une société va pouvoir faire du chiffre d'affaires. Donc, pour ce faire, j'ai tout simplement beaucoup parlé de mon idée et je demandais à d'autres personnes si elles connaisseraient des personnes qui pourraient être intéressées par mon idée pour que je puisse avoir un cofondateur, donc quelqu'un qui allait rentrer dans la société que j'allais créer et qui allait prendre des parts égales ou des parts minoritaires à voir avec la personne pour pouvoir m'aider à structurer ce projet. Donc ça, c'est par exemple, se dire, je veux faire un projet, soit je suis complètement compétente pour le faire toute seule, ou alors j'ai déjà les ressources financières et je suis prête à peut-être les perdre puisqu'il s'agit d'un risque pour pouvoir démarrer mon projet, ou sinon vous pouvez trouver d'autres moyens pour avoir les compétences. Donc là, il me manquait une compétence technique pour créer une plateforme, donc j'ai cherché un cofondateur tech pour pouvoir créer ma plateforme. Ensuite, la question, c'est quelles sont les ressources financières ou matérielles qui seront nécessaires dès le départ. En ce qui concerne ma plateforme, et on va le voir aussi dans le business model Canva, il s'agit de pouvoir regarder qu'est-ce que vous avez à votre disposition et de quoi vous avez besoin. Moi, je suis très partisane du bootstrapping. Il s'agit de pouvoir faire tout simplement avec les moyens du bord, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'argent, ben, c'est qu'il ne faut pas d'argent. S'il n'y a pas de grandes ressources, c'est qu'il ne faut pas de grandes ressources. On commence avec ce qu'on a. Et vraiment, ce que j'avais vu quand je voulais monter ce projet, c'est qu'il me fallait surtout une personne qui pouvait m'aider dans la technologie. Donc, je l'ai trouvé très vite. Il fallait un cofondateur tech. Et en termes de finances, il me fallait surtout les fonds pour pouvoir payer l'hébergement de la plateforme. Donc, l'hébergement de la plateforme, c'était pas beaucoup d'argent au tout début. Et finalement, à force de chercher des solutions avec mon CTO, j'avais tout simplement découvert un concours de Amazon Web Services, donc AWS, pour pouvoir tout simplement obtenir des crédits cloud. Et j'avais réussi à héberger ma plateforme gratuitement parce que j'avais remporté ce concours de Amazon Web Services. Et après, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que vous avez besoin en termes de matériel. Donc, en ce qui concerne mon projet, il est matériel, il est complètement en ligne. Je n'avais pas besoin de bureau au début, je n'avais pas besoin de recruter beaucoup de personnes. J'avais déjà toutes les compétences finalement en interne avec mon cofondateur. Mais pour vous, s'il s'agit d'un projet qui demande d'acheter des équipements, qui demande d'avoir un local, qui demande d'avoir une masse significative de salariés, s'il s'agit d'un projet, par exemple, dans l'industrie, il faut que vous puissiez voir quelles sont les ressources dont vous avez besoin. Et puis, on verra si dans l'atelier 3 notamment, comment aller chercher ces ressources financières. Et puis, dans le côté réalisable, il faut que vous puissiez remarquer quels sont vos obstacles. La réglementation, est-ce que la loi vous permet de faire votre projet? Est-ce que vous avez de la concurrence? Est-ce qu'il y a un vrai manque sur le marché? Est-ce que vous êtes en marché saturé? Voilà, de pouvoir analyser tout ça. Euh, je vois que le temps passe vite.
Je m'excuse. Alors, je vous présente le business model Canva. On va vous l'envoyer. Je pourrais envoyer aussi à l'équipe une version que vous pouvez remplir vous-même. J'ai choisi pour la session une version déjà remplie et cette version se base justement sur l'exemple de Airbnb. Le business model Canva, c'est ce tableau que vous pouvez, normalement qui est vierge, que vous pouvez remplir vous-même. Et donc, ce tableau va reprendre exactement toutes les questions que j'ai déjà traitées. Donc, dans la colonne tout à droite, quel est votre segment client? Là, en l'espèce, on a les hébergeurs et les voyageurs, qui sont les clients principaux d'Airbnb. Ensuite, vous allez rentrer dans le détail. Par rapport à ce segment client, quelle est votre relation avec les clients? Dans le cas de la plateforme Airbnb, il s'agit d'une présence sur une plateforme numérique qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une présence sur les réseaux sociaux. Dans mon cas, dans l'exemple de Sénégalais InTech, mon association, c'est un groupe WhatsApp et une communauté WhatsApp et une communauté LinkedIn accessible du lundi au dimanche, je dirais quasiment aussi 24 heures sur 24. Le canal de distribution de votre produit, de votre projet, pour pouvoir y répondre. La proposition de valeur, donc comme j'ai dit, la proposition de valeur, c'est ce que vous avez en plus pour pouvoir démarquer votre projet. Les activités clés. Donc, les activités clés, c'est un peu ce qui va vous demander finalement des ressources des salariés ou de dépenser de l'argent. Donc là, étant donné qu'on est sur l'exemple d'Airbnb, en activité clé, ben, il y a le community management, donc la gestion de la communication et des réseaux sociaux, la gestion de la plateforme, la gestion des demandes et réclamations. Pour prendre mon exemple de Sénégalaise InTech, ben, là, j'ai le community management aussi, puisqu'on a une communication intense sur les réseaux sociaux pour avoir plus de membres. On a la gestion de la communauté LinkedIn, la gestion de la communauté WhatsApp et la gestion et l'organisation des événements qui sont le cœur de la communauté. Ensuite, vous avez les partenaires clés. Les partenaires clés, ce ne sont pas vos partenaires commerciaux dès le début, c'est toutes les personnes ou activités qui font que votre entreprise a besoin de fonctionner. Donc là, en l'espèce, pour Airbnb, il parle des photographes, des hébergeurs, parce qu'il faut des photographes pour pouvoir faire des photos. Airbnb, ils ont une politique du beau, donc les photos sont belles. Il faut des hébergeurs, donc il faut des personnes qui puissent mettre leur logement sur la plateforme. Et il faut aussi des personnes qui puissent conseiller l'entreprise, avoir des investisseurs s'il y a besoin de financement. Il y a les voyageurs qui sont aussi des partenaires clés, puisque ce sont eux qui achètent. Et puis, des outils. Donc là, pour Airbnb, on a PayPal. Donc là, c'est le moyen de paiement. Donc, c'est-à-dire, ils ont besoin d'un partenaire technique financier pour leur permettre d'acquérir les fonds. Ensuite, vous allez avoir la partie financière tout en bas du tableau sur deux blocs, la structure des coûts et les sources de revenus. Donc, dans la structure des coûts, vous allez définir ben, qu'est-ce que vous allez avoir comme dépenses, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire fonctionner l'entreprise. Donc là, la plateforme, la personne qui va gérer les réseaux sociaux, la personne qui s'occupe des visuels de la communication et toute personne qu'il faudra recruter ou autres frais comme des bureaux, comme de l'achat de matériel qui vont rentrer dans vos coûts. Et ensuite, dans la dernière partie du tableau, donc la partie tout à droite, c'est les sources de revenus dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire comment vous gagnez de l'argent. On passe au module 2. Je vois que le temps est passé très très vite. Je vais essayer de regarder quand même les questions-réponses. Quelle est la différence entre pitching? Ok, celle-là est intéressante. Ok, très bien. Merci pour vos différentes questions. Alors, je commencerai par la question sur... Quelqu'un m'a posé la question, je l'ai perdue, de Cédric Cabella sur quelle est la différence entre un pitch deck, un pitch PPT et un pitch elevator. Le pitch deck, c'est un document qui comprend notamment votre problématique, votre solution, votre business model, le montant que vous voulez lever, parce que c'est souvent destiné aux investisseurs, votre stratégie de développement, la façon dont vous allez répartir
vos coûts, et votre proposition de valeur et votre concurrence. Donc, le pitch deck, c'est un document complet qui est une présentation de votre entreprise, de votre marché, de votre problématique, de votre solution et qui précise notamment la somme que vous voulez lever parce que ce sont des documents notamment faits pour les investisseurs et la part de votre entreprise auquel votre investisseur aura accès quand il aura ce document. Le pitch PPT, le pitch deck, c'est la même chose parce que souvent on fait le pitch deck en format PowerPoint. Le pitch elevator, c'est le fait de parler. Donc, c'est un pitch à l'oral qui se fait en général en 3 minutes maximum. Donc, ça veut dire quand on vous dit faites un pitch elevator, ça n'a rien à voir avec l'écrit, c'est-à-dire que vous devez concrétiser en moins de 3 minutes quelle est votre problématique, votre marché, votre cible, votre solution et si vous êtes devant des investisseurs, la somme que vous avez besoin de lever. Euh, j'ai vu une autre question très intéressant. Comment construire un business model solide à partir de l'idée initiale? Eh bien, il vous faut faire des recherches, regarder qu'est-ce que vos concurrents font, si vous avez des concurrents, pour voir regarder comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour eux, est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être changées. Et puis aussi, la capacité, enfin, ça va être justement le sujet de la slide actuelle, votre capacité de pouvoir tester votre produit. Donc, vous pouvez lancer votre produit avec un business model qui vous est propre, regarder comment ça fonctionne et prendre les retours terrain pour pouvoir ajuster. Vous pouvez aussi poser des questions, notamment via un Google Form, un Typeform auprès de votre cible pour savoir quel est le business model qui serait le plus adapté. Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. Je reviens dessus tout à l'heure et puis j'avance. Alors, tester l'idée auprès de la cible. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir vos premiers retours clients et notamment de pouvoir étudier votre marché et de finalement faire définitivement votre go-to-market, donc aller définitivement sur le marché. Donc, notamment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées qui échouent parce elles ne correspondent pas aux attentes et aux besoins réels des clients. Et je peux vous le dire parce que je suis un exemple. Quand j'ai créé ma première plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs qui utilisait l'IA qui était complètement technique, eh bien, je me suis rendu compte, je n'avais pas du tout fait d'études, je me suis dit que ce serait juste génial parce que c'était complètement automatisé. Eh bien, je me suis rendu compte que la plupart des personnes finissaient toujours par m'appeler, toujours par envoyer un mail parce qu'ils n'acceptaient pas d'être accompagnés en ce qui concerne leur levée de fonds, qui est un sujet sensible directement par une plateforme et de l'intelligence artificielle, et qui voulaient être en contact de quelqu'un qui leur sélectionne une liste qu'ils peuvent appeler à tout moment pour savoir où ça en est. Donc, j'ai eu un échec total parce que je me suis rendu compte que ma cible n'était pas sur ma plateforme et qu'elle préférait être en contact directement avec moi. Donc, par exemple, quelles sont les méthodes pour pouvoir identifier et tester l'idée auprès de votre cible? C'est poser des questions à une communauté que vous pensez qui répond aux besoins de votre entreprise ou de votre projet. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir leur retour sur leurs besoins, leurs frustrations et leur façon actuelle de gérer les problèmes auxquels ils font face. Vous avez aussi les sondages et questionnaires. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Google Form, de Typeform. D'ailleurs, pour notamment créer ma marque de bijoux à l'époque, j'avais fait passer des questionnaires dans des groupes WhatsApp en Afrique, dans la Caraïbe, auprès de femmes pour pouvoir savoir quel prix elles étaient prêtes à mettre dans un bijou, quel type de bijou elles voulaient mettre, est-ce qu'elles étaient prêtes à acheter des bijoux en argent, est-ce qu'elles préféraient des bijoux qui étaient dorés. D'ailleurs, j'en profite, j'ai vu rapidement dans le chat quelqu'un qui a parlé de la dimension culturelle, comment prendre la dimension culturelle lorsqu'on définit sa cible, c'est très important. Moi, dans mon cas, j'avais ce sujet-là. J'ai même parlé de l'exemple d'avoir des bijoux qui ne s'abîmaient pas, ne s'altéraient pas dans l'eau de mer parce que je savais que j'aurais beaucoup de femmes caribéennes qui allaient consommer et que la femme caribéenne a pour culture d'aller à la plage régulièrement. Eh bien, pour ce faire, je savais que si je n'avais pas de l'or véritable, que tous mes bijoux devaient être en acier inoxydable pour ne pas qu'ils s'oxydent dans l'eau de mer et qu'elles puissent les porter à tout moment, par exemple.
Ensuite, à part les Google Forms, les Typeforms, vous avez vraiment les tests de terrain. Ça a dû déjà vous arriver. Vous voyez des personnes, des commerciaux notamment, qui passent de boutique de point en point pour pouvoir aller poser des questions à des commerçants ou des personnes dans la rue quant à leurs produits, leurs prix moyens, leurs habitudes de consommation, pour avoir un retour véritable et mieux adapter leur offre. Donc, j'avais mis aussi un exemple d'application. Un entrepreneur voulant créer une box de produits bio pourrait notamment aller sur le terrain et aller poser des questions à 50 familles dans un supermarché ou au marché, donc dans un lieu où il pense que sa cible se trouve déjà sur leurs habitudes de consommation. Ensuite, je passe à l'analyse de concurrence. L'analyse de concurrence vous permet aussi de savoir où vous positionnez. Donc, il y a différents types de concurrents. Donc, il y a des concurrents directs. Donc, je vais reprendre l'exemple de ma marque de bijoux. Dans les concurrents directs, vous allez avoir ceux ceux qui font exactement ce que vous faites. Donc, je prends un exemple. Quand j'avais commencé ma marque de bijoux, je devais trouver mes concurrents directs. Je n'en trouvais pas. Mais le concurrent direct aurait été la personne qui fait exactement ses bijoux avec les mêmes matières que les miennes, sur la même cible que la mienne et avec des inspirations afro-caribéennes, bien que les designs auraient pu être différents. Par contre, en concurrent indirect, j'avais identifié la marque Swarovski, donc peut-être que certains connaissent. Il s'agit d'une marque en Europe qui fait des bijoux avec du cristaux qu'eux-mêmes fabriquent. Et mes bijoux étaient sensiblement sur les mêmes prix que Swarovski. Ils utilisaient des cristaux et des matières semi-précieuses, donc de l'argent, de l'acier inoxydable, exactement comme la marque, sauf que la cible de Swarovski et la façon dont Swarovski vend est complètement différente de la mienne, puisqu'il s'agit d'une boîte plus importante, qui est internationale, qui est essentiellement d'ailleurs dans des marchés européens, dans les grandes galeries, qu'on commande peu en ligne, même s'ils ont une boutique en ligne, alors que la mienne allait avoir une présence exclusivement digitale et de niche qu'on allait retrouver essentiellement dans les concept stores avec cette cible afro-caribéenne. Ensuite, les forces et les faiblesses. Donc, il faut que vous puissiez analyser sur vos concurrents quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Donc, c'est vraiment important quand vous commencez votre business de pouvoir avoir une comparaison avec les différentes entreprises qui font exactement ce que vous faites et trouver leurs forces et leurs faiblesses. Donc, je prends l'exemple, Swarovski, qui était mon concurrent indirect. J'avais remarqué en point faible, en parlant justement avec les salariés de l'entreprise, qu'il y avait beaucoup de services après-vente. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bijoux qui s'altéraient, qui se cassaient, des petits cristaux qui partaient. Et donc, du coup, ça demandait vraiment un fort taux de changement dans la boîte, beaucoup de personnes employées pour des tâches à petite valeur ajoutée. Et ça, c'était une faiblesse. Donc, il fallait que moi, qui commence, je n'ai pas de problème avec mes bijoux, ni que mes utilisateurs, mes clients aient des problèmes avec les bijoux parce que je savais que dès le début, je n'aurais pas la capacité d'avoir assez de salariés pour pouvoir assurer le SAV et l'idée d'avoir le moins de SAV possible. En revanche, qu'est-ce qui était le point fort de Swarovski? C'était une campagne. Ils avaient des campagnes de communication avec des stars à la télé qui étaient vraiment exceptionnelles, avec des vrais professionnels du marketing pour faire leur communication que moi, je n'avais pas. Donc, en fait, il fallait que je trouve le juste milieu par rapport à ce concurrent indirect. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des concurrents, de la valeur ajoutée, de la problématique, du persona cible, on va parler de ce moment où vous commencez. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore tous les moyens qu'il faut, vous n'avez pas forcément encore levé des fonds, mais avec les moyens du bord, vous allez décider de faire ce qu'on appelle votre MVP, le Minimum Viable Product. Donc, produit minimum viable en français. Donc, il s'agit tout simplement d'un prototype. Il s'agit de la version simplifiée de votre entreprise.
Donc, pour ce faire, par exemple, ça peut être un site qui présente l'offre ou une page de capture d'écran qui mesure l'intérêt. Je vais prendre l'exemple de la société FinTech dont j'ai parlé au tout début. Quand on a commencé, on avait des associés qui étaient dans la tech, mais on n'avait pas encore tous les moyens parce qu'il fallait quand même payer beaucoup d'argent en termes d'hébergement, en termes de recherche, il fallait faire de la recherche et de l'innovation pour pouvoir créer le produit. Et en fait, dans le pitch deck, la façon dont on allait lever des fonds, c'est qu'on mesurait le marché. Donc au tout début, on avait créé une page Internet, une page d'accueil tout simplement. On avait écrit le produit, comment ça allait fonctionner, les prix. Et on avait dit aux personnes, si vous êtes intéressé, que vous êtes un e-commerçant et que vous pensez intégrer ce produit sur votre site d'e-commerce, merci de vous inscrire et de laisser votre mail. Donc, sur cette base, nous avons pu tout simplement, je m'excuse, tout simplement quantifier la demande qu'il y aurait eu sur le produit. Et nous avons pu commencer à faire des tests, donc c'est-à-dire appeler les e-commerçants, leur proposer des solutions qui étaient beaucoup moins techniques pour pouvoir commencer à intégrer une solution qui allait accepter les paiements mobile money sans que ce soit la solution finale. D'ailleurs, pour ce faire, on appelait des amis qui étaient dans différents pays, que ça pouvait être le Cameroun, ça pouvait être le Sénégal, ça pouvait être la Côte d'Ivoire ou autre, pour justement qu'ils aillent tester pour nous, qu'ils aillent aider des gens à commander en ligne en acceptant les moyens de mobile money sans que le produit soit prêt. Et on a fonctionné comme ça beaucoup pour pouvoir tester le marché. D'ailleurs, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des tests rapides avec des démos. Donc, une fois qu'on avait avancé, d'ailleurs, on a réussi à créer une démo pour les investisseurs, notamment. Le projet ne fonctionnait pas toujours. On avait besoin de beaucoup de fonds pour faire de la recherche et de l'innovation. Et pour ce faire, on avait besoin d'investisseurs pour pouvoir notamment leur prouver comment ça allait fonctionner une fois fini. Donc, vous pouvez organiser des ateliers, faire des démonstrations ou des événements où vous permettez justement aux utilisateurs, futurs investisseurs, partenaires, cofondateurs de pouvoir interagir avec votre produit. Et puis, à la fin, ce qui est important avec le produit minimum viable, c'est vraiment la collecte des retours. Est-ce que les gens ont aimé? Comment ils ont trouvé l'utilisation? Je prendrai un dernier exemple, par exemple, pour Dira, ma plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs via l'IA. On avait fait une démo et des sondages. On avait laissé toutes les personnes utiliser la plateforme gratuitement et on avait réussi à avoir 300 retours qualifiés d'entreprises et d'investisseurs pour nous dire exactement ce qu'il fallait améliorer sur la plateforme. Donc là, j'avais pris un exemple, étude de cas pratique. Airbnb a commencé avec un simple site web pour louer un matelas gonflable et a testé l'idée avant d'investir dans une plateforme complète. Donc juste pour la petite histoire, Airbnb, quand ils ont commencé, donc eux, ils avaient leur appartement, il y avait un grand événement sportif dans leur ville. Et tous les logements étaient bookés, donc il y avait une forte demande. Et ils se sont dit, bon, bah, pourquoi pas profiter? Et ils ont mis un matelas gonflable dans leur salon, donc Air Bed and Breakfast, et ils offraient le petit déjeuner. Et donc, du coup, c'est comme ça que Airbnb est né, parce que leur premier prototype, ça a été de proposer à des personnes inconnues de venir chez eux, qui sont inconnus, et de pouvoir payer pour rester chez eux. Voilà, maintenant on va passer sur la partie passer à l'action. Donc on a vu la partie problématique, la partie solution, la partie persona, la partie valeur ajoutée, la partie prendre les retours de terrain, identifier justement sa concurrence et aussi créer un produit minimum viable. Eh bien on va passer à la partie élaboration d'un plan concret. Donc vous avez votre produit minimum qui est prêt. Vous avez pu examiner la plupart des facteurs qui sont importants à votre développement, qui peuvent être aussi être un échec. Eh bien, on va pouvoir dire qu'il y a plusieurs étapes dans un plan d'action qui va vous permettre d'avancer. Par exemple, au-delà de construire le prototype, trouver des financements, créer le site, découper les tâches. Donc, ça peut être créer un site web, acheter un nom de domaine, rédiger le contenu, chercher
un associé, chercher le lieu où vous serez le plus accessible et ensuite prioriser les tâches. D'ailleurs, demain, dans l'atelier, je vais pouvoir parler des différents outils qu'on peut utiliser pour gérer son entreprise grâce au digital, notamment quand on commence seul. Ensuite, toujours dans la continuité du plan d'action, il faut avoir la capacité d'identifier les ressources nécessaires, donc les ressources humaines. Donc tout à l'heure, je parlais de cet exemple d'avoir trouvé un associé pour m'aider parce que je n'avais pas les compétences pour pouvoir faire une plateforme technique, trouver les personnes qui peuvent aussi vous aider. Aussi prévoir tout ce qui est ressources financières, donc c'est-à-dire prévoir un tableau avec toutes les dépenses que vous allez avoir, tout ce qu'il vous faut aussi pour commencer, savoir si vous devez justement faire un pitch deck, un business plan pour pouvoir aller chercher des financements, que ce soit bancaires ou d'investisseurs, ou faire totalement tout en bootstrapping. Donc, le bootstrapping, je le rappelle, c'est faire avec les moyens du bord. Donc, j'avais mis un exemple pour justement identifier les ressources nécessaires et d'application. Pour lancer une boutique en ligne, par exemple, en termes de ressources, il vous faut un site d'e-commerce. Donc, soit vous pouvez tout faire vous-même, soit ça peut être Shopify, par exemple. Il vous faut un budget pour le marketing digital et potentiellement en termes de ressources, un graphiste pour vous faire le design du site. Voilà, et puis enfin, il faut toujours pouvoir se mettre des objectifs qui sont atteignables lorsque l'on fait de l'entrepreneuriat et donc pouvoir avoir des objectifs SMART. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais remis, des objectifs spécifiques. Donc l'objectif doit être clair avec un chiffre. Donc exemple, augmenter ses ventes de 20% en 3 mois au lieu de vendre plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre des mots vagues, mais vous allez quantifier ce que c'est. L'objectif doit être mesurable. Vous devez pouvoir suivre vos progrès avec des chiffres, ce qu'on appelle des KPI, donc pouvoir suivre des indicateurs clés de succès. Par exemple, si vous commencez, vous dire, bah, vu qu'il vous faut de la visibilité, que vous allez créer une communauté d'ici 5 mois qui va atteindre les 500 abonnés. Un objectif atteignable. Ne vous dites pas vous allez faire le million d'ici la fin de l'année, mais plutôt voilà, se dire que pour atteindre le million, il faut telle récurrence de chiffre d'affaires sur plusieurs mois. Donc un objectif qui doit être réaliste en fonction de vos moyens, un objectif qui est aussi réaliste, aligné avec la vision globale et temporellement défini. Donc toujours s'inclure des dates sur votre capacité à pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà, alors c'est fini pour la présentation. Je vais tout de suite prendre la boîte à questions parce que le temps est passé beaucoup plus vite que ce que je le pensais pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Je crois qu'il y en a beaucoup de questions. Alors, alors, à toutes les personnes qui demandent si la présentation va être envoyée, oui, elle sera envoyée et aussi sachez que vous avez accès au replay complet de la présentation. Alors, quelle leçon tirez-vous de Gabriel Condé du modèle Airbnb pour valider une idée avec un MVP avant un investissement majeur? Alors, ce qui est intéressant avec Airbnb, c'est qu'ils ont fait le MVP pendant assez longtemps. Ensuite, ils ont trouvé des personnes pour venir sur leur plateforme et la plateforme de Airbnb, comme on la connaît, ne ressemblait pas du tout à la plateforme de l'époque. Et en fait, ce que Airbnb a réussi à faire, que ce soit avec le MVP, mais aussi avec son marché, c'est de montrer qu'il y avait des clients potentiels. Donc, tout simplement, ils avaient déjà réussi à faire de l'argent avec un client en mettant un matelas gonflable dans leur salon. Et aussi, bah, petit à petit, ils ont trouvé d'autres personnes, ce qui a, ben, ça ressemble pour représenter un nombre. Et ce nombre de personnes représentait aussi un chiffre en termes de revenus. Et ce chiffre en termes de revenus, c'est quelque chose que Airbnb a réussi à valoriser dans son pitch deck, dans sa présentation aux investisseurs pour faire son premier tour d'investissement.
Donc, c'est en ça que le MVP leur a servi, c'est-à-dire qu'avec un produit non fini, ils ont pu montrer à des investisseurs qu'ils avaient déjà de la traction et du résultat. Euh, Alors, il y a une question. Êtes-vous à l'origine du groupe WhatsApp créé dont le lien circule dans le chat? Je ne sais pas de quel groupe WhatsApp on parle. Je ne sais pas si Christelle, Catherine ou Thomas, vous savez. Moi, je ne sais pas. Alors, Et question alors, très intéressante. il y Oui, a un groupe WhatsApp, plusieurs groupes WhatsApp qui ont été créés par des participants. Donc bravo pour ces initiatives, mais on vous encourage vraiment à faire un groupe WhatsApp unique en fait ok, pour tout le monde. Donc mettez-vous d'accord dans le fil de discussion. Merci. d'accord. Euh, pour les tests, alors de question de Bakary Attara, pour tester l'idée en conditions réelles, est-il possible de faire cette partie sans avoir créé le statut juridique de l'entreprise? Tout à fait. Quand j'ai commencé moi-même à avoir mes projets, je n'avais pas encore créé les statuts juridiques de l'entreprise parce que pour moi, c'était plus important de savoir, un, si le projet allait fonctionner, deux, si j'allais avoir des clients intéressés et trois, si j'allais pouvoir faire de l'argent avant de me lancer dans toute la création d'entreprise, puisque la création d'entreprise demande de l'argent. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire tous les tests d'idées, le produit minimum viable avant même de créer votre entreprise, et c'est ce que je vous encourage d'ailleurs à faire. Euh, Alors, pour toutes les questions liées au financement, on se retrouve pour l'atelier 3. Euh, Alors, je réponds à spectateur anonyme. Y a-t-il un outil logiciel ou site web pour structurer notre persona? Ce que je vous invite à faire, c'est souvent des Google Forms et des Typeforms, comme je l'ai précisé, à partager à des personnes que vous considérez comme votre cible. Donc, comme je l'avais dit, dans le cadre de ma marque de bijoux, j'avais pris un exemple où j'avais partagé à des groupes WhatsApp où j'estimais qu'il y avait des femmes qui pourraient être ma cible, mais mes futures acheteuses le Typeform pour avoir plus d'infos sur mon persona. Euh, alors, il y a une personne, Judicaël Boris Nafa, qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les risques. Pour éviter les risques, c'est difficile de les éviter. Il faut surtout pouvoir les quantifier. Vous avez des risques vis-à-vis de vos concurrents, vous avez des risques vis-à-vis de votre marché, vis-à-vis de la politique de votre marché, vis-à-vis du taux d'emprunt, du taux de change aussi. Je prenais l'exemple du Ghana tout à l'heure. Donc, éviter les risques, c'est difficile. Vous pouvez en revanche regarder tout ce qui constitue des menaces ou des risques pour votre entreprise et mettre en place des processus qui pourront vous éviter d'avoir affaire à ces risques. Mais éviter les risques, c'est souvent difficile, ça existe. Et il faut tout simplement trouver la stratégie pour pouvoir les contourner. Alors, il y a une personne qui demande, Wilfried Omael Tamjo Tameu, qui demande, n'est-il pas d'abord nécessaire de travailler auprès d'un mentor avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce que je conseille, c'est souvent quand vous avez un projet, de pouvoir identifier une personne qui a déjà fait comme vous, qui ne va pas vous considérer comme un concurrent direct, qui est prêt à donner et lui poser des questions. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de travailler avec un mentor avant de passer à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée qui finalement a de valeur s'il n'y a pas d'action qui y est appliquée. Donc, vous pouvez avoir des mentors, mais moi, je vous conseille d'avoir des mentors durant l'action. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous appelez un mentor et le mentor vous aide à implémenter votre projet. Mais n'allez pas juste regarder ce qu'un mentor fait sans vous faire. C'est vraiment l'action qui fait de vous un entrepreneur. Alors, que pensez-vous? Alors, il y a une personne qui me parle de son projet de lancer une plateforme, donc Joël Fanzou qui me parle de lancer une plateforme de crowdfunding en Afrique francophone, précisément
En RDC, il y a très peu de plateformes de crowdfunding en Afrique francophone. La seule que je connais à ce jour s'appelle Jama Funding, que vous pouvez regarder. Donc ça s'écrit Jam2A Funding, qui fait du crowdfunding, que ce soit de temps, mais aussi d'argent. Mais c'est beaucoup dans les projets humanitaires, très peu pour les entreprises. Il n'y en a pas assez. À chaque fois que les entreprises sur le continent, on leur parle de crowdfunding, elles sont un peu perdues parce qu'il n'y a pas de plateforme de référence. Donc, si vous pouviez faire votre plateforme de crowdfunding, vu que c'est en digital pour toute l'Afrique, ce serait bien parce que c'est un vrai sujet, que ce soit pour les projets humanitaires, mais aussi pour les projets entrepreneuriaux, parce que la plupart des plateformes sont basées en France. Et le vrai sujet, si vous êtes en RDC, c'est justement de pouvoir intégrer ben, le moyen de collecte de fonds qui correspond au continent. Parce que le problème aussi des plateformes de crowdfunding européennes, où la plupart des porteurs de projets sont obligés d'aller parce qu'il n'y a pas assez d'offres, c'est que finalement, à la fin, l'argent, on le récupère sur un compte PayPal ou sur un compte bancaire. Sachant que si vous êtes en RDC, vous allez avoir ce même problème de personnes qui vont vouloir faire du crowdfunding, mais qui vont vouloir le récupérer soit en espèces, soit en mobile money, parce que c'est leur moyen de paiement le plus utilisé. Donc voilà ma réponse pour Joël, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Alors, je réponds à la question aussi de Thomas, Dieu béni Bienda. Concernant le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun, qui est faible. Bien sûr que si vous créez un projet, que ce soit une entreprise ou une initiative, où vous allez travailler par exemple avec le gouvernement, des institutions, des autorités locales, des ONG, des organisations internationales, pour permettre justement d'augmenter le taux de pénétration, le taux d'utilisateurs notamment. D'Internet et le taux de pénétration de l'Internet, oui, c'est une vraie problématique sur laquelle vous pouvez travailler. Maintenant, reste à savoir quel type d'initiative c'est. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une entreprise? Quel va être le business model? Comment vous allez gagner de l'argent vis-à-vis de ça? Parce que le taux de pénétration de l'Internet, c'est une problématique notamment institutionnelle que l'État est censé couvrir. Donc, comment vous allez être une force de proposition, soit pour les institutions ou vous-même, et comment allez-vous, avec votre produit ou votre service, répondre à ce besoin. Mais oui, il s'agit d'une problématique et c'est une bonne base pour créer une entreprise ou alors une initiative sous forme d'ONG, par exemple, ou d'association. Malika Mohamed Malik pose la question de comment bien identifier les activités. Alors, la question n'est pas assez précise selon moi, mais si vous avez un projet, c'est à vous de pouvoir écrire qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Et comme je dis, la première question, c'est est-ce qu'il y a une problématique qui vous touche autour de vous à laquelle que vous voulez résoudre? Et est-ce que vous avez une solution pour répondre à cette problématique? Et si vous pouvez répondre déjà à ces deux questions, quelle est la problématique? Quelle est la solution? Vous allez bien identifier les activités, mais comme je dis, la question n'est pas assez précise pour savoir si je donne la bonne réponse. Toutes les questions de levée de fonds, je répondrai après. Encore en réponse, vous aurez accès au fichier. Vous aurez accès au fichier après le webinaire. Alors, il y a Anan Aboukoui, j'espère que je l'ai bien dit, qui demande quand doit-on faire une fiche projet et qu'est-ce qu'elle doit contenir. Vous devez faire alors une fiche projet, c'est surtout une petite présentation de votre entreprise à partir du moment où vous cherchez des partenaires et que vous voulez faire connaître votre produit. Moi, ce que je dis, c'est que quand on parle de notre entreprise, de notre projet, ça n'existe pas. Elle n'existe qu'à partir du moment où vous écrivez. Donc, dès que vous pensez que c'est quelque chose d'abouti, que vous avez justement pu définir tout ce qu'on a vu, la problématique, la solution, le type de client, comment vous allez de gagner de l'argent, la valeur ajoutée, eh bien, il est temps de faire ce projet. Par exemple, moi, au tout début, quand j'ai voulu créer ma plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs en Afrique francophone via l'IA, ça n'existait pas du tout, mais j'étais obligée de faire une présentation pour pouvoir convaincre les gens. Et c'est parce que j'ai envoyé cette présentation à mon CTO, donc à mon directeur technique qui est devenu mon associé, qu'il a pu comprendre où j'allais en fait. Du moment où vous voulez tout simplement être plus précis sur la vision de votre projet, vous devez pouvoir commencer à écrire. Et petit à petit, vous allez améliorer votre présentation
en fonction des évolutions de l'entreprise, mais aussi des interlocuteurs à qui vous allez l'envoyer, que ce soit un partenaire ou un investisseur ou alors un client. Ça, j'ai répondu. Question de financement. Alors, Denise Wour, pardon, a posé la question comment faire un prototype lorsque l'entreprise que l'on veut créer propose des services. Eh bien, quand c'est cela, c'est un peu mon cas hein, avec ma plateforme FinTech, mais aussi avec Sénégalaise InTech. Le mieux, c'est de faire un Typeform pour avoir surtout un retour sur les services que vous allez proposer et puis aussi pouvoir, si c'est du service, le service c'est beaucoup moins compliqué que le produit, puisque en général on peut le faire soi-même, bah, c'est de tout simplement essayer en fait. C'est de vous créer pas de société tout de suite, vous cherchez la première personne qui sera bénéficiaire de votre service et vous travaillez vous-même avec vos partenaires pour voir bah, comment ça fonctionne et connaître tout le processus. Alors, Gabriel Condé, je ne sais pas si j'avais répondu, comment garantissez-vous que l'analyse concurrentielle reste à jour dans un marché en évolution constante? Eh bien, pour garantir que l'analyse concurrentielle reste à jour, eh bien, tout simplement, je vous conseille d'être à l'éveil des nouveaux concurrents que vous pouvez avoir et aussi bah, de vos chiffres, c'est-à-dire qu'il y a des variations. Par exemple, bon, je prendrai l'exemple d'ici. Je suis au Sénégal sur le mobile money, donc la plupart des personnes sénégalaises utilisent le mobile money. Pendant très longtemps, Orange, qui avait le monopole sur le mobile money, ne s'est pas inquiété de s'il y avait d'autres solutions. Et puis un jour, Wave est arrivé et Wave a changé toutes les règles du jeu en proposant un taux de commission inférieur comme il ne s'est jamais fait ailleurs sur le continent. Et donc Orange a dû réadapter complètement son offre et même trouver d'autres services qui pourraient équilibrer le chiffre d'affaires qu'elle perdait face à son nouveau concurrent. Donc, quand un concurrent arrive, c'est soit il a de l'impact sur vous, soit vous commencez à perdre des clients, soit vous vous rendez compte qu'il faudra augmenter ou baisser vos prix en fonction de la personne qui est en face de vous. Et donc, vous analysez en fonction des dégâts que cela peut avoir ou alors vous anticipez toute concurrence qui peut arriver. Bien sûr que c'est en évolution constante, mais vous ne pouvez pas garantir que l'analyse concurrentielle reste à jour. Vous analysez, si la concurrence a un impact concret sur votre business ou votre initiative, vous devez tout simplement l'ajuster au moment où cela est important, comme l'a fait Orange lorsque Wave est arrivé sur le marché. La partie test de l'idée auprès de la cible est-elle facultative ou obligatoire selon vous? Donc, question de Bakary Yatara. Euh, je dirais pas qu'elle est obligatoire, mais je vous conseille toujours de tester votre idée parce que quand vous testez votre idée, en fait, c'est les premières actions que vous faites. C'est rare que vous ayez déjà le produit parfait, l'argent pour tout, pour faire la plateforme parfaite ou pour pouvoir tout faire de façon parfaite. Donc, tout simplement, l'idée, c'est tout quand même de créer pour avoir un vrai retour de terrain et que vous-même, vous voyez quelles sont les facilités et les difficultés à construire votre produit ou votre service. Alors, il y a Herman Eric Ayehui qui pose une question sur le fait d'utiliser des formulaires et autres pour tester son projet. Est-ce que ce ne serait pas un frein à la mise en œuvre du projet? Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que quelqu'un d'autre produise le projet? Moi, ce que je dis, l'entrepreneuriat, c'est l'action. Si quelqu'un reproduit votre projet, il ne va pas le reproduire comme vous l'avez pensé. Et je ne pense pas qu'un forme ou qu'un test puisse lui donner toutes les idées pour le reproduire à l'identique comme vous l'avez dans votre tête. Et il ne faut pas que ce soit un frein pour que vous passez à votre première action. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de projets, il y a des formulaires qui circulent, mais c'est le moyen le plus simple, gratuit au tout début quand on est porteur de projet pour pouvoir le tester. Donc, il faut pouvoir l'utiliser. Euh,
Voilà, je pense que je commence à j'ai répondu à beaucoup de questions qui étaient similaires. Alors, il y a Barwa Bawang qui a posé la question, la proposition de valeur peut-elle se confondre à une sorte de publicité? Je ne comprends pas trop la question, mais la proposition de valeur, c'est les valeurs ajoutées qu'il y a dans votre produit. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre produit a de plus que les autres? Quelle innovation il comporte? Ça n'a rien à voir avec de la publicité. Alors, à Moussafiri Hakim, qui pose la question, comment parvenir à faire connaître son projet et distinguer son projet de ceux qui ont déjà vu le jour sans avoir de connaissances en e-commerce? Eh bien, aujourd'hui, on a plein d'outils, hein. On a les réseaux sociaux, on a Instagram, on a LinkedIn, on a TikTok pour certains, on a Facebook. Euh, il y a plein d'événements autour de l'entrepreneuriat et je pense que pour faire connaître son projet, eh bien, il faut le rendre visible. Si vous avez des réseaux sociaux et que vous avez un projet, n'hésitez pas à en parler. Si vous allez dans des événements d'entrepreneuriat, de networking, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à créer des présentations de votre entreprise que vous pouvez diffuser sur vos réseaux, que vous pouvez diffuser à des personnes clés qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui peuvent vous aider. Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire connaître son projet et de mettre en avant justement toute la partie valeur ajoutée sans avoir forcément de connaissances en e-commerce. Et justement, c'est en faisant parler de votre projet que vous allez pouvoir trouver d'autres personnes qui vont peut-être vous aider à créer votre site d'e-commerce. Voilà, j'ai dépassé le temps. Catherine, Christelle et Thomas, je laisse me dire si c'est bon, mais je pense que je vais m'arrêter là pour les questions parce que beaucoup tournent autour du financement ou se ressemblent et je pense que je pourrais y répondre aux prochains ateliers. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des questions qui pour vous sont importantes. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là puisqu'on a atteint on a dépassé les 1h30. Je m'excuse. Amandine, merci beaucoup pour cette brillante présentation qui, à l'unanimité, a été fort appréciée par l'ensemble des jeunes spectateurs. C'est vrai qu'on a on a reçu énormément de questions, mais ce ne sera pas possible de toutes les aborder, sinon on sera ici jusque tard ce soir. Donc, merci à tous les jeunes pour votre participation très active. On n'a pas pu répondre, Amandine n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on va en prendre compte. On va essayer de compiler tout ça pour mieux voir et apprécier vos besoins et mettre à jour nos contenus en fonction de cela. Comme l'a dit Amandine, on se retrouve déjà demain à la même heure pour un nouvel atelier sur les outils du numérique, si je ne me trompe pas. Exactement. Sur les outils du numérique pour piloter votre projet. Super. Super, eh bien, merci à tous pour votre écoute et puis on se dit à demain ou après-demain pour tous ceux qui étaient intéressés par le financement pour continuer les ateliers. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, merci beaucoup. Et donc, pour rappel, à demain pour un atelier sur les outils du numérique et à mercredi pour un atelier sur le financement de vos projets. Vous recevrez tous les rappels, tous les messages, tous nos documents, liens de rediffusion YouTube, Facebook, etc. via Zoom. Donc, surveillez votre boîte de réception. Et voilà, rendez-vous demain pour ceux qui peuvent. Merci, au revoir. Oui, au revoir.